Bonsoir à tous. Merci d'être présents aussi nombreux ce soir pour cette nouvelle édition de la Semaine du cerveau que nous avons organisée par l'INSERM et la Société des neurosciences, que nous sommes encore ravis d'accueillir cette année à la Bibliothèque de la Part-Dieu. Merci à Patricia Lefort, Vanessa Cusimano et Sabrina Ras qui nous ont aidés à préparer cette édition à la bibliothèque. Et aussi un grand merci à Rémi Gervais qui va vous présenter dans quelques instants la Semaine du cerveau. Pour compléter la soirée de ce soir, nous avons organisé une deuxième conférence qui aura lieu jeudi à 18h30 également, qui s'intitule « Réalité virtuelle et cognition », dans laquelle on interrogera les possibilités de la réalité virtuelle pour le traitement ou l'accompagnement de certaines pathologies. Comme vous le voyez, cette soirée est proposée avec un interprète en langue des signes. Pour les personnes qui sont à l'extérieur, il reste encore quelques places qui ont été réservées à cet effet. Je vais laisser Rémi Gervais présenter la Semaine du cerveau et les intervenants de ce soir. Avant de commencer, je vous remercie d'éteindre vos téléphones portables pour le confort de tous, bien entendu. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et je laisse la parole à Rémi Gervais. Merci. D'abord, un grand merci de nous accueillir dans cette belle maison, comme vous le faites régulièrement. Donc, vous soutenez vraiment chaleureusement les neurosciences en nous permettant de faire des conférences dans cet endroit qui est particulièrement bien placé et attractif. Donc, je ne vais pas vous faire une présentation de l'ensemble de la Semaine du cerveau parce qu'il y a beaucoup trop d'actions qui seront menées. On a mentionné la prochaine conférence qui aura lieu jeudi ici. Bien sûr, si vous êtes ici, vous êtes peut-être allé sur le site de la Société des neurosciences, de la Semaine du cerveau. Et je vous invite à y rejeter un œil pour voir les activités et les actions qui pourraient vous concerner encore dans les jours et semaines à venir. Dans cette Semaine du cerveau, comme c'était mentionné en partie, c'est que ce n'est pas une action nouvelle. Ça fait quand même la 21e année qu'on organise ça en France et ailleurs. C'est une action qui n'est pas que lyonnaise, c'est nationale et internationale. Et ça se fait en France dans environ 120 villes. Comme ça a été mentionné, pour organiser ce genre d'événements, eh bien, il faut des sponsors, il faut des aides. Et bien sûr, on est très soutenu par plusieurs organismes, comme on l'a mentionné, comme l'INSERM, le CNRS, la Fondation Neurodis, qui est une fondation lyonnaise ici, sur les neurosciences, l'Université Claude Bernard Lyon, auquel j'appartiens, les LabEx d'excellence, Aslan et Cortex, l'Université de Lyon, qui rassemble l'ensemble des universités lyonnaises, 1, 2, 3, 4, etc., Hospice Civil de Lyon, le Centre de recherche en neurosciences de Lyon et le Centre hospitalier Le Vinatier. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'organismes qui s'intéressent aux neurosciences. Et on a sur Lyon environ 600 personnes qui travaillent tous les jours, aussi bien en recherche fondamentale qu'en recherche clinique, pour essayer de comprendre ce qui se passe là-dedans. Et on n'est pas prêt d'y arriver parce que c'est quand même la chose la plus compliquée qui existe. Pour ce soir, donc, on va parler de neurosciences cognitives. Les neurosciences cognitives, c'est l'art d'essayer de comprendre comment le cerveau réalise des actions compliquées, comme la parole, l'action, la prise de décision. Donc ce soir, on a le titre, je pense, c'est le cerveau sous influence. On aura deux intervenants. Une première intervenante sera Daphné Bavelier, qui est une neuroscientifique qui nous vient de l'Université de Genève, que je remercie d'être venue jusqu'ici aujourd'hui. Qui travaille, elle, vous allez voir, sur les jeux vidéo et leur aspect qui peuvent être à la fois positifs, peut-être pour certaines fonctions cognitives, et peut-être négatifs. On verra selon peut-être la dose et le mode de jeu qui sont pratiqués. Dans une deuxième partie, on aura Jean-Claude Dreher, qui est directeur de recherche au CNRS, qui travaille ici à Lyon, à l'Institut des sciences cognitives Marc Jeanneraud, et qui, lui, s'intéresse à la neuroimagerie et au processus lié ce soir, je pense qu'il va parler un petit peu plus des addictions. Qu'est-ce qui se passe dans un cerveau normal qui consomme des aliments ou des jeux, et qu'est-ce qui peut se passer peut-être quand il y a une dérive vers les addictions. Donc, je donne la parole tout de suite à Daphné Bavelier pour sa première présentation sur jeux vidéo et cerveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Rémi de m'avoir invité parmi vous. Merci à vous tous d'être là. Et c'est un plaisir de partager le plateau avec Jean-Claude ce soir. Je suis là pour vous. Donc, on va essayer de faire bref pour que vous ayez le temps de poser des questions.
Je suis neuroscientifique et intéressée dans ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et c'est vraiment dans ce contexte-là que je veux vous parler des jeux vidéo. Ça, c'est un exemple de jeu vidéo que j'étudie. Et en fait, donc, je ne vais pas vous parler de tous les jeux vidéo, je vais vous parler d'une classe de jeux vidéo très spécifique et très limitée qu'on appelle les jeux de tir. Parce que, par hasard, dans mon laboratoire, on a fait une découverte il y a à peu près 20 ans que ces jeux vidéo, surprenamment, ne faisaient pas qu'abêtir les enfants, mais avaient des vertus potentiellement positives, notamment sur la cognition. Alors, la première chose que j'aimerais faire, c'est vous montrer comment on procède dans le laboratoire pour montrer ces effets. Et donc, je vais prendre un exemple qui est un exemple de la visio. On dit souvent que trop de temps devant les écrans, c'est mauvais pour la vision. Ben, ça dépend de ce qu'on fait sur les écrans. Beaucoup d'entre nous qui lisent, trop de temps sur les écrans, c'est mauvais pour la vision. Mais par contre, quand vous jouez à ces jeux vidéo-là, les jeux vidéo de tir, il y a des effets bénéfiques sur la vision. Alors, comment est-ce qu'on montre ça? On a surtout fait des études chez des jeunes adultes, des gens qui sont à l'université entre 18 et 35 ans. Donc, on prend un groupe de jeunes adultes qui jouent un peu aux jeux vidéo, mais pas beaucoup, quelques heures par semaine, pas rien d'excessif. On teste leur vision dans le laboratoire. Donc là, par exemple, c'est un petit test de ce qu'on appelle de l'acuité visuelle, la capacité à résoudre des détails d'une scène. On mesure ça bien à fond, donc c'est des expériences un peu ennuyeuses où pendant 1h30 ou 2 heures, le sujet doit faire des décisions sur est-ce qu'il voit un Z ou un P, est-ce qu'il voit un I ou un F. Enfin, c'est pas passionnant, hein, c'est pas exactement le même rythme que de jouer à un jeu de tir. Et puis, une fois qu'on a bien mesuré leur vision, on décide de façon aléatoire que la moitié du groupe des participants qu'on a testés va devoir jouer à des jeux de tir, donc des jeux d'action. Et puis, l'autre moitié du groupe de participants va jouer à ce qu'on appelle des jeux contrôle. Alors, dans les deux cas, c'est des jeux qui sont commercialement disponibles, des jeux que vous pouvez acheter comme ça sur l'Internet ou acheter des licences. Mais ces jeux diffèrent, ces deux groupes de jeux diffèrent par la mécanique du jeu. Dans les jeux de tir, vous allez voir, il y a beaucoup de contraintes sur prendre des actions dans un temps limité, avoir beaucoup d'attention sur tout l'écran, être capable de regrouper son attention au bon moment pour pouvoir tirer au bon endroit, donc passer de ce qu'on appelle de l'attention divisée à de l'attention focalisée. Donc ça, c'est des mécaniques de jeu qui sont très spécifiques aux jeux de tir et que vous ne trouvez pas, par exemple, dans des jeux de simulation sociale ou des jeux de puzzle ou des jeux de stratégie qui sont chacun son tour. Donc c'est le genre de jeu qu'on va contraster. Le groupe action, là, c'est le groupe qui joue à des jeux de tir, et le groupe contrôle, c'est des gens qui jouent, par exemple, à des jeux de simulation sociale. Alors dans l'expérience dont je vais vous faire part, c'est une expérience où on a demandé aux gens de jouer 50 heures. Alors non, c'est pas 50 heures en 3 jours. Non, c'est 50 heures en fait, sur une période d'à peu près 10 à 12 semaines. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'apprentissage, et l'apprentissage avec les jeux vidéo, c'est la même chose qu'à toute forme d'apprentissage, ça marche d'autant mieux qu'on fait des petites doses distribuées au cours du temps. Donc à peu près 30 minutes à 45 minutes par jour, 4 à 5 fois par semaine, et distribuées sur plusieurs semaines. Donc c'est ça, les 50 heures dont on parle. À la fin des 50 heures, on demande aux gens de s'arrêter et de venir nous revoir dans le labo 2 ou 3 jours après. Parce que ce qui nous intéresse vraiment, ce n'est pas le fait que si vous venez de jouer à un jeu de tir, vous êtes tout excité et que éventuellement vous auriez plus d'adrénaline dans le sang et vous auriez une meilleure vision, mais c'est plutôt les effets à long terme qui nous intéressent. Les effets à long terme nous intéressent parce que ce qui nous intéresse, c'est d'appliquer ces recherches à des fins soit de rééducation de patients, soit des fins éducatives. Donc on cherche des effets qui sont durables. Donc, dans certaines expériences, on laisse passer 48 heures, dans d'autres, quelques semaines, dans d'autres, quelques mois. Et ensuite, on reteste les capacités des participants. Alors, dans ce cas-là, on parlait de vision. Donc, les gens, on a testé leur vision au départ, ils ont joué, on teste leur vision après avoir joué. C'est ce que vous voyez là. Et si c'est vraiment un effet causal d'avoir joué à ces jeux vidéo d'action, on s'attend à ce que les individus qui ont joué aux jeux vidéo d'action
bénéficient d'une meilleure vision comparée à ceux qui n'ont joué à d'autres jeux, les jeux contrôle. Et donc c'est ce que je vous montre là. Par exemple, dans le cas de l'acuité visuelle, quelque chose que vous corrigez en ce moment beaucoup avec vos lunettes ou avec vos lentilles, ben, on peut vous aider encore plus. Alors, on ne fait pas concurrence aux lunettes ou aux lentilles. Hein. Les lunettes et les lentilles, c'est une partie de la vision qu'il faut corriger autrement. Mais nous, on est en train de corriger la partie dans votre cerveau qui ne marche pas très bien, pas la partie dans votre œil. Et donc, on a pu montrer que de jouer à ces jeux vidéo-là améliore la vision. Et on a d'ailleurs un certain nombre de collaborations où on regarde comment on peut développer des jeux vidéo pour aider des patients qui souffrent d'amblyopie. L'amblyopie, c'est un déficit relativement commun. C'est à peu près 3% de la population mondiale. Il y a sans doute 1 ou 2 amblyopes parmi vous, là, qui est dû à un déficit tôt pendant le développement où un des 2 yeux ne reçoit pas la stimulation normale, soit parce que l'humeur vitrée est trop dense dans l'œil, soit parce qu'il y a un strabisme. Et si on ne corrige pas, le système visuel se développe de façon anormale, de telle manière que l'œil qui est amblyope est supprimé et il marche moins bien, il a une moins bonne acuité visuelle. Alors, depuis les années 70, on sait qu'il y a une période critique du développement et que si on n'agit pas pendant cette période critique du développement, eh bien, le système nerveux des adultes est moins plastique, c'est plus dur de récupérer. Et donc si vous allez voir par exemple un ophtalmologiste et que vous êtes amblyope et que vous avez plus de 18 ans, il va vous dire « Oh là là, vous êtes bien après la période critique, on ne peut rien faire pour vous. » Alors ça, c'est pas vrai. Il faut qu'on fasse passer ce qu'on connaît dans le labo, dans le milieu médical. On va y arriver, mais ça prend en général 20 ans, la translation de l'un à l'autre. Mais il y a des moyens de récupérer en fait la vision chez les patients adultes amblyopes. Et on travaille avec une équipe à Berkeley qui a fait beaucoup de ces travaux, mais maintenant on essaye d'accélérer cette récupération. C'est-à-dire qu'avant, c'était des heures et des heures et des heures d'essais avec des stimulus visuels très très ennuyeux. Et maintenant, on peut proposer à nos patients de jouer à certains jeux vidéo. Là, on ne prend pas les jeux vidéo qui sont commercialement disponibles. On prend des jeux vidéo qui sont spécialement mis au point pour ces patients-là. Et on peut accélérer la récupération en à peu près 15 heures. Donc, c'est une des applications du travail que je vais vous présenter. Alors ça, c'est très bien, mais bon, la vision, finalement, peut-être que c'est assez limité, quoi. Ce n'est pas vraiment la cognition. Donc, ce qui nous a intéressé, c'est que en parallèle d'un certain nombre de nos recherches, on s'est aperçu qu'il y avait des effets bénéfiques dans d'autres aspects de notre comportement. Et donc un autre aspect que je vais mentionner, c'est la rotation mentale. Alors c'est une tâche de collègues à l'Université de Toronto où ils ont pris de nouveau de jeunes participants et leur ont demandé de résoudre ce problème-là. Donc ils avaient des feuilles sur lesquelles ils voyaient une forme de référence, là, celle que vous voyez, qui est à gauche, et puis 4 formes possibles. Et la tâche du participant est de choisir, parmi ces 4 formes, laquelle est une version qui est tournée dans l'espace de la forme de référence. Donc si je vous demande de le faire, c'est plutôt la forme 1, la forme 2, la forme 3, la forme 4, 3. Il y en a certains qui doivent retourner en classe. C'est une faculté dont on a besoin pour être chimiste, par exemple. C'est quelque chose aussi dont on avait besoin quand, dans les vieux jours, il fallait lire des cartes, mais maintenant, avec les GPS qui s'orientent directement dans votre direction, c'est une fonction perdue de plus en plus. Donc ça, c'était la tâche que devaient faire les participants dans le laboratoire. Avant d'être entraînés, on leur donnait un petit formulaire avec plusieurs tests comme ça, et ils remplissaient. On voyait leur performance. Ensuite, de nouveau, on divise le groupe en 2 sous-groupes. Un groupe qu'on force à jouer à des jeux d'action ou des jeux de tir, ces jeux que je vous ai montrés au début, qui sont plutôt des jeux de guerre en général. Et puis, l'autre groupe qu'on force à jouer à des jeux contrôle. Donc l'expérience à laquelle je pense, là, c'est une expérience de 10 heures. Alors de nouveau, ce n'est pas 10 heures en une journée. C'est même pas 10 heures en 2 jours,
c'est 10 heures en 2 semaines. Donc, c'est aucune excuse pour de cette recherche pour se lancer d'un corps effréné dans des heures de jeu qui n'ont pas lieu d'être. Donc, au bout des 10 heures, les participants reviennent et on les teste de nouveau sur de nouveau papier, crayon avec des petits tests de rotation mentale, des tests qui sont différents, ce n'est pas les mêmes formes parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un facteur de mémoire. Et on s'est aperçu que ceux qui avaient joué à ces jeux de tir, ces jeux d'action, avaient une meilleure performance, et ceux qui n'avaient pas joué à ces jeux de tir mais avaient joué à des jeux contrôle avaient une performance qui n'était pas changée, ils avaient juste la même performance qu'avant. Donc c'est très similaire à ce que je vous ai montré pour la vision, mais maintenant dans le cas d'une autre fonction qui s'appelle la rotation mentale. Ça fait à peu près 18 ans qu'il y a des publications à propos de l'effet de ces jeux vidéo-là, donc ces jeux vidéo d'action, ces jeux de tir, sur notre comportement, le cerveau. Et on a pu montrer par des méthodes de méta-analyse, où on met plein d'études ensemble, qu'il y a des effets bénéfiques au niveau cognitif. Alors, ce n'est pas des énormes effets. On ne va pas vous transformer en Einstein en jouant à des jeux de tir. Hein. Ne nous méprenons pas. Mais c'est des effets qui sont petits, mais présents. Et puis, on s'est aussi posé la question au cours de cette recherche, finalement, si quelqu'un décide de lui-même de jouer à ces jeux, quel est son profil cognitif? Parce qu'il y en a sans doute un certain nombre d'entre vous où personne ne vous a forcé pendant une expérience à jouer, mais vous avez juste décidé d'acheter ces jeux-là. Et là, on a pu montrer que les gens qui décident de jouer à ce genre de jeu ont en effet un profil cognitif qui est meilleur que ceux qui ne jouent pas à des jeux vidéo. Alors je sais, ça va un peu à l'encontre de ce que vous voyez souvent dans la presse, où on entend souvent que les jeux vidéo sont la source de toutes nos misères, surtout à l'école, et notamment de problèmes attentionnels importants. Alors, dans le cas des jeux vidéo de tir et d'action, je peux vous dire, ce n'est pas le cas. Ces jeux-là, en fait, même ont un effet bénéfique sur l'attention. Alors, on a fait beaucoup d'études pour montrer que l'effet principal de ces jeux d'action, c'est un impact sur l'attention et la capacité à ne pas être impulsif et à maintenir son attention. Alors, une des tâches, par exemple, qui est utilisée souvent dans le cadre de recherche sur des enfants qui ont des problèmes d'attention, de TADA, c'est cette tâche-là qui est très simple, où le sujet est assis en face d'un écran d'ordinateur, et puis il y a un carré qui apparaît, soit en haut de l'écran, soit en bas de l'écran. Mais très souvent, il apparaît en haut. Quand il apparaît en haut, il faut répondre. Il faut juste taper sur le bouton qui est devant vous. Quand il apparaît en bas, il faut arrêter de répondre. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que c'est un peu un mode où vous êtes en train de répondre. Vous avez tendance à taper tout le temps parce qu'on tape très souvent. Et donc, ça va être dur de résister de ne pas taper quand il faut tout d'un coup ne pas taper. Et ça mesure un peu l'impulsivité, la capacité à contrôler son impulsion. L'autre condition, c'est la condition inverse. C'est un peu la condition dans laquelle je vous ai mis ce soir, hélas. C'est-à-dire que vous êtes forcé de ne rien faire, de regarder, de rester attentif, mais passif. Et puis tout d'un coup, je pose une question à Jean-Claude, et Jean-Claude ne savait pas. Et puis, il faut répondre, et là, on répond plus doucement parce qu'on ne s'attend pas à être mis sur la sellette. Cette condition-là, c'est plutôt une condition qui teste l'attention soutenue, la capacité à maintenir son attention pendant longtemps. Alors, quand on regarde des gens qui jouent aux jeux vidéo d'action par rapport à des gens qui ne jouent pas, on s'aperçoit que, je vais vous les montrer, là sont en vert ceux qui ne jouent pas et en bleu ceux qui jouent. Et ça, c'est les temps de réaction. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ceux qui ne jouent pas ont des temps de réaction plus longs, c'est-à-dire qu'ils sont plus lents que ceux qui jouent. Ensuite, je vous ai présenté deux conditions. Je vous ai présenté une condition où on mesure l'attention soutenue et une où on mesure l'attention, l'impulsivité. En fait, on est plus rapide dans la tâche d'impulsivité quand il faut répondre tout le temps. On fait des erreurs, mais sur les temps de réponse où on a l'habitude de répondre, on est plus rapide. Donc ça, c'est la condition impulsive. Et ça, c'est la condition attention soutenue. Mais vous pouvez voir que dans les deux cas, les gens qui jouent aux jeux vidéo d'action sont plus rapides.
Alors vous pouvez me dire, bah oui, mais Daphné, ces gens-là, on sait bien, moi je le vois, mon petit-fils, il est accroché à sa manette, et puis il répond avant même que quoi que ce soit arrive. Mais ce qui est intéressant dans ces expériences, et qu'on a pu montrer de façon répétitive, c'est que vous pouvez regarder si, est-ce que c'est bien le cas? Est-ce qu'ils font plus d'erreurs? Non, ils ne font pas plus d'erreurs. C'est-à-dire qu'ils arrivent à répondre, et ça c'est le taux d'erreur dans ces expériences-là, vous voyez que c'est exactement la même chose dans les deux groupes. Ça veut dire que ces individus-là arrivent à prendre plus de décisions correctes par unité de temps, d'une certaine manière. Donc c'est un avantage certain dans certaines applications, comme on va voir plus tard. Donc les mécanismes d'action qu'on a pu mettre au point pour ces jeux de tir, ces jeux d'action, c'est deux choses. C'est être capable de faire plus de décisions et de prendre plus de bonnes décisions par unité de temps, et avoir une attention, un contrôle attentionnel augmenté. Alors c'est quoi le contrôle attentionnel? C'est vraiment cette capacité de se focaliser sur la tâche que vous êtes en train de faire et d'ignorer toutes les sources de distraction, de bruit, qui pourraient vous empêcher d'être vraiment focalisé sur votre tâche. Ce genre d'avantage, en fait, a des avantages dans la vie de tous les jours. Donc, par exemple, de façon parallèle à notre recherche, il y a un groupe au Massachusetts General Hospital à Boston qui a découvert un peu par hasard que les jeunes chirurgiens laparoscopiques de leur équipe, quand on leur demandait de faire des simulations, donc vous savez qu'on entraîne les jeunes chirurgiens dans des simulateurs, ceux qui jouaient aux jeux vidéo, et notamment aux jeux de tir, étaient très bons dans ces simulations. Et en fait, à un moment, ils se sont posé la question de savoir qui était meilleur entre les jeunes qui n'avaient pas beaucoup d'expérience, mais qui jouaient aux jeux vidéo, et puis ce qu'on appelle les vieux de la vieille, qui avaient passé beaucoup d'heures à faire des expériences dans les simulateurs. Ils les ont comparés, et en fait, les jeunes étaient meilleurs, et ils étaient meilleurs de la même manière que ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire qu'ils étaient plus rapides à faire la simulation opératoire, et ils ne faisaient pas plus d'erreurs. Donc ça a un peu intéressé les collègues autour dans différentes écoles de médecine, notamment aux États-Unis, parce que si vous connaissez un peu l'économie d'un hôpital, être capable de faire des opérations plus vite sans faire plus d'erreurs, c'est un bénéfice et pour l'hôpital et pour le patient. Donc ça a donné lieu à une certaine réflexion de comment on pouvait changer ou augmenter l'entraînement des jeunes chirurgiens laparoscopiques. Un autre exemple de la vie de tous les jours, c'est du bénéfice du contrôle attentionnel, c'est la lecture. Alors, la lecture est un processus très compliqué. Il y a une partie attentionnelle, il y a une partie linguistique. Il y a certains langages, comme l'italien, où en fait la partie linguistique est relativement simple, parce que l'écriture et la phonologie du langage, les sons du langage, sont exactement mappés un à un. Donc il y a vraiment une correspondance très facile à apprendre. Et dans ce genre de langage, une des barrières en fait à la lecture, c'est plutôt le côté attentionnel, c'est-à-dire savoir comment distribuer son attention sur la page, passer d'un mot à l'autre ou mettre son regard. Et il a pu être montré par des collègues italiens que dans le cas d'enfants italiens, jouer à des jeux qui ont une mécanique d'action, donc ce n'était pas des jeux de tir, parce que c'est des jeux qui sont appropriés pour des enfants, mais jouer à des jeux qui ont une mécanique d'action, en fait, améliore leur apprentissage à la lecture, éventuellement, si on regarde quelques mois plus tard. On s'est aussi intéressé aux bases neuronales de cet effet. Et là, on a pu mettre au point, on a pu mettre à jour qu'un des premiers changements, quand on demande aux gens de jouer à des jeux vidéo de tir ou d'action, c'est un changement dans ce réseau fronto-pariétal qu'on sait être le lieu de contrôle de l'attention et du contrôle attentionnel. Et cette structure, en fait, et c'est même plusieurs structures qui agissent en coordination, montrent une plus grande efficacité dans la manière dont l'attention est allouée au fur et à mesure qu'on fait une tâche. Alors maintenant, je sais qu'un certain nombre d'entre vous vont me dire, mais attendez, là vous me dites les effets des jeux vidéo, c'est positif, mais moi j'entends qu'il y a beaucoup de négatifs. Qu'est-ce que je dois vraiment croire?
Alors, il y a beaucoup de négatifs. Je vais pas, et il y a des très bonnes études qui montrent que c'est négatif. Un des aspects négatifs, par exemple, qui a été montré, c'est pas une expérience qui sera répétée parce que c'est une expérience causale avec un effet négatif, mais d'introduire un jeu vidéo à la maison alors qu'il n'y en avait pas et de ne pas contrôler le temps de jeu fait que les enfants, au lieu de faire leurs devoirs, jouent aux jeux vidéo et, surprise, surprise, on a des moins bonnes notes à l'école. Cette étude a été faite une fois, je pense qu'elle ne sera pas répétée, mais c'est important de réaliser que, ben oui, si vous ne faites pas vos devoirs, ce n'est pas de jouer à Fortnite qui va remplacer votre performance à l'école. Il y a aussi, et ça peut-être Jean-Claude en reparlera, c'est que dans les gens qui jouent aux jeux vidéo, il y a un certain nombre d'individus qui jouent de façon pathologique et on sait par exemple que c'est associé à toutes sortes de déficits qui ont à voir avec ce qu'on appelle en anglais mental health, la santé mentale, je pense, notamment comme la dépression. Pour ajouter un peu à la confusion, il y a à peu près un mois, dans un journal relativement bien réputé, parce que c'est Nature Human Behavior, un groupe de chercheurs a analysé l'impact de l'utilisation d'écran sur le bien-être d'adolescents. Et ils avaient un échantillon extrêmement grand. Ils avaient à peu près 30 000 individus, ce qui est très très grand. Et ils en ont conclu qu'il n'y avait pas d'effet, il y avait autant d'effets que de manger régulièrement des pommes de terre. Alors là, à ce stade-là, vous vous dites, non mais ils sont totalement confus, nos pauvres scientifiques, là, on ne va jamais s'en tirer. Donc, ce n'est pas qu'on est confus, mais on sait, et c'est un peu comme un régime alimentaire, différentes technologies ont différents impacts sur le cerveau. Donc d'une certaine manière, cette étude dans Nature sur l'impact du temps d'écran, c'est parce que c'est des données qui sont là, et c'est des données qui ont été acquises sur les 20 dernières années. Mais on sait maintenant que ce n'est pas la bonne unité de mesure. Rien que dans les jeux vidéo, je vous ai montré que différents jeux vidéo ont différents impacts. Dans nos études d'entraînement, on a un groupe qui joue à des jeux de tir et puis un autre groupe qui joue à des jeux contrôle. Tout le monde joue et on trouve des effets différents. Donc au sein des jeux vidéo, il faut déjà différencier et on sait aussi que différentes technologies ont différents impacts. Il y a une étude d'un collègue australien qui, dans le cadre d'une étude PISA, donc où on mesure la performance académique d'élèves chez des adolescents, a ajouté un petit questionnaire sur l'utilisation des nouvelles technologies. Et il a pu montrer qu'il y avait une association entre dire qu'on était un joueur de façon casuelle, de façon pas extrême, mais de façon raisonnée. Donc on jouait quelques heures par semaine, enfin, de façon raisonnée, pour certains d'entre vous, va paraître extrême, hein, parce que quand un enfant joue une heure par jour, ça paraît raisonné pour un certain nombre de parents, surtout dans les milieux anglo-saxons. Mais c'était associé avec des meilleures performances en mathématiques, en lecture et en sciences. Par contre, le même niveau d'engagement, mais dans les réseaux sociaux, était associé avec une plus mauvaise performance en mathématiques, en lecture et en sciences. Alors attention, c'est des associations, ce ne sont pas des effets causaux. Il se peut que les gens qui sont meilleurs en maths préfèrent jouer aux jeux vidéo que d'être sur les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas des effets causaux. Hein. Et de plus, il y avait aussi une association entre une utilisation extrême des jeux vidéo et une moins bonne performance. Quand l'utilisation devient pathologique, la performance à l'école est mauvaise. Un autre exemple de comment les nouvelles technologies diffèrent est un exemple que vous êtes une audience qui est, je dois dire, très respectueuse. Mais en général, j'en ai au moins la moitié d'entre vous sur votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette. Et c'est ce qu'on appelle le média multitasking. Et c'est ce que Steve Jobs nous a merveilleusement vendu comme étant la productivité de demain. En fait, dans le laboratoire et avec un certain nombre de collègues, on s'est aperçu que de jouer à ces jeux de tir, ça a un effet positif sur ce qu'on appelle le contrôle attentionnel. Faire beaucoup de média multitasking est associé avec un effet négatif sur le contrôle attentionnel.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes qu'on voit dans le laboratoire qui viennent et qui nous disent « Ah non, non, mais moi, je fais beaucoup de multitâches entre différents médias. Je vais très, très bon à vos tests de multitâches, parce qu'on leur donne des tests de multitâches. » Ben, non, ils ne sont pas très, très bons et en fait, ils sont même plutôt mauvais. Mais ils pensent être très, très bons. C'est-à-dire qu'ils ont une perception d'eux-mêmes comme étant les rois ou les reines du multitâche. Et quand on les mesure précisément, ils sont lents et ils font beaucoup d'erreurs. Donc, il n'y a aussi rien d'intuitif. Et ça, c'est aussi un message à faire passer. C'est très facile de voir une nouvelle technologie, de voir un comportement et de se dire « Ah, je sais ce que ça fait ». Quand on arrive dans le laboratoire et qu'on mesure directement les choses, on a parfois des surprises. Donc, c'est important de ne pas faire des conclusions hâtives. Le dernier point, c'est que tous les utilisateurs ne sont pas les mêmes. Et par exemple, dans notre recherche, je vous ai dit, les jeux de tir, ces jeux d'action, augmentent l'attention. Alors vous pourriez courir de la salle et aller acheter un jeu de tir pour votre petit cousin qui a un Tada. Et là, je vous dirais non, non, non. En fait, on sait que ça augmente l'attention chez des enfants ou des jeunes adultes qui sont en train de se développer de façon typique. Mais en fait, chez les patients qui souffrent de problèmes attentionnels, on ne voit pas d'augmentation de l'attention. Et on commence à comprendre pourquoi. C'est parce que ces gens-là jouent différemment. C'est-à-dire qu'ils utilisent le jeu lui-même différemment. Ils n'utilisent pas le jeu pour planifier, ils utilisent le jeu pour réagir. Et donc, du coup, ça n'a pas le même effet. Les jeux, c'était des jeux commerciaux. Hein, les gens qui ont mis au point ces jeux, ils ne se sont pas posé cette question. Mais il se trouve qu'un être humain qui a un développement typique va tendance à utiliser ces jeux pour essayer d'apprendre à planifier, à prédire ce qui va se passer dans le futur. Les gens avec des problèmes attentionnels vont plutôt se focaliser sur « c'est marrant et fun parce que je peux réagir vite ». Et cette réaction ne va pas avoir le même effet. Alors, un dernier point de confusion, et après ça j'arrête, c'est qu'il y a aussi un double standard dont il faut bien être conscient et qu'il va falloir adresser. C'est-à-dire que le même impact est valorisé de façon très différente en fonction de la source de l'impact. Alors, je travaille pas mal ces jours-ci avec des gens qui sont des gamers professionnels, qui sont dans le e-sport. C'est des gens qui passent leur vie à jouer. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup d'adultes disent « c'est pas sain, ils ne vont pas finir par être accros, mais moi, je vous demande, vous passez votre vie à faire quoi? Vous passez votre vie à travailler. Il y a beaucoup d'entre vous qui travaillent beaucoup. Donc, on a beaucoup de respect pour le sport en général. Quand un enfant va vous dire « oh, je vais encore jouer au tennis », vous dites « bravo ». Mais il y a aussi des addictions au sport. Et c'est documenté. Donc il y a une espèce de double standard en fonction de nos principes, en fonction de nos croyances. Et c'est un peu un appel à citoyens à repenser un peu qu'est-ce qu'on veut de ces nouvelles technologies. Donc je faisais partie d'un comité au World Economic Forum qui a pensé un peu sur quel était le futur des nouvelles technologies et de l'humain augmenté. Et dans quel cadre est-ce qu'on devrait faire de l'augmentation humaine avec les nouvelles technologies? Et une des propositions, c'est d'abord que ces nouvelles technologies devraient être au service de l'humain, et notamment au service du bien-être. Ça, tout le monde est d'accord. Mais très souvent, c'est le bien-être économique. Donc, une des distinctions qu'on a fait, c'est non, ce n'est pas le bien-être économique, c'est le bien-être psychologique. C'est que vous, ça vous permet de vous sentir mieux dans votre peau, de vous sentir plus productif, d'être plus à l'écoute de la société, d'être plus dans votre élément. Et puis l'autre point qu'on a fait, c'est que très souvent, quand on parle de l'augmentation humaine, de l'augmentation cognitive, par exemple, comme je vous montre avec les jeux vidéo, on se focalise sur l'individu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va augmenter? Ah, je vais pouvoir courir plus vite. Ou ah, je vais pouvoir manger plus de burgers par jour. Mais on ne regarde pas vraiment quel est l'impact pour les collectivités, quel est l'impact sur le groupe lui-même. C'est très bien de pouvoir courir plus vite, mais si vous pouvez vous acheter un implant pour courir plus vite et que ça veut dire que vous aurez le job de sécurité que la personne qui court moins vite ne pourra pas avoir, c'est aussi une course entre ceux qui ont les moyens d'acheter des technologies et ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des technologies. Donc il faut faire très attention à l'impact sur la société. Et il y a des impacts qui ne sont pas du tout alignés entre augmenter l'humain au niveau personnel et au niveau de la société. Le dernier point, c'est qu'en fait, on pense beaucoup à l'augmentation humaine dans le contact
dans le contexte personnel, mais on pense rarement à comment on peut augmenter un groupe d'humains. Et si vous demandez aux gens autour de vous, une des choses qui rend les humains les plus heureux, c'est des relations sociales riches. Donc c'est vraiment de faire de l'augmentation au niveau des groupes d'humains et pas juste de la personne. Donc ça, c'est un projet à réfléchir parce que pour l'instant, nos gouvernements respectifs sont un peu paralysés par rapport à comment réguler tout ce genre de nouvelles technologies qui ont à voir avec augmenter nos capacités. Pour finir, j'aimerais remercier beaucoup des gens qui m'ont permis de venir ici partager ces données avec vous, parce que c'est ceux qui font la recherche dans le laboratoire, au lieu de pouvoir s'amuser en votre présence. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé qui présente des données parfois étonnantes. Bien sûr, on a le temps pour quelques questions. Le temps que vous prépariez votre question, je vais lancer une première question. Est-ce que vous avez été surpris des effets assez étendus sur plein de fonctions cognitives, d'effets de jeu assez simples? Est-ce que c'était attendu que ça puisse moduler l'acuité visuelle, l'impulsivité, la prise de décision, la rapidité? Alors, il y a deux choses. Un, les jeux ne sont pas simples. Je vais corriger ça parce que si vous regardez un jeu de tir, c'est tout mais pas simple. Et c'est d'ailleurs extrêmement... C'est des jeux qui ont à peu près le budget de Hollywood. Ça coûte à peu près 40 millions de faire un titre de Call of Duty. C'est pas simple. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de vous mettre à côté de quelqu'un qui joue à ces jeux-là, vous verrez que la complexité de l'environnement, des décisions à prendre est sans doute même plus complexe que ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Donc ça, et d'ailleurs, c'est sans doute pour ça qu'on a nos effets. Donc c'est pour ça que c'est un point important. Est-ce qu'on s'attendait à ça? Pas du tout. On a commencé totalement par hasard. Pour tout vous dire, dans le cadre de mes études sur la plasticité du cerveau, je travaillais avant avec des individus sourds et j'étudiais quel est l'impact de la surdité sur la réorganisation du cerveau, notamment la réorganisation de l'attention visuelle et de l'utilisation des langues des signes sur l'organisation du langage. Donc, on était en pleine recherche sur les sourds et par hasard, un jeune étudiant qui devait programmer une expérience d'attention pour les sourds n'arrêtait pas de me dire qu'il y avait une bug dans son code. Ça ne marchait pas, il était toujours à 100% correct sur cette tâche qu'il était censé programmer et on savait que dans la littérature, il devrait être à peu près à 80% correct. Alors je lui ai dit, je partais en voyage, je lui ai dit, écoute, j'ai pas le temps de venir dans le labo, mais prends des gens qui sont naïfs, parce que au moins, toi, peut-être, tu as appris la tâche, on verra bien. En psychologie, on ne se fait pas passer soi-même. Prends des gens qui sont naïfs. Je reviens une semaine plus tard, il me dit, il y a toujours une bug, tout le monde est à 100%. Moi, je descends dans le laboratoire, je me mets devant l'écran, et puis je commence à débugger, et puis tout d'un coup, je me dis, bon, fais-moi passer ta tâche, parce que je ne trouvais pas vraiment où c'était, que je vois un peu quelle impression ça me donne. Et puis, j'étais pas du tout à 100% correct, là, je devais être à 80% correct comme prévu par la littérature, et là, c'est passé le moment clé. C'est qui les copains là que tu as fait? C'est qui les sujets que tu as fait passer? Et c'est là où j'ai appris que c'était les copains qui avaient été fait passer. Alors en psychologie, il ne faut pas passer les copains, il faut passer des sujets naïfs. Bon, donc après cette petite discussion de remise en place, j'ai dit, bon, c'est quand même intéressant parce que c'est qui tes copains? Et c'est là où, de fil en aiguille, on a découvert qu'ils appartenaient tous à un club de jeux vidéo à l'université de Rochester, où j'étais dans l'État de New York à l'époque. Et c'était en 2000, donc c'était le tout début des jeux vidéo. C'était bien avant que ça soit apparu dans votre maison. C'est comme ça que vous l'avez découvert souvent par hasard. C'est une découverte fortuite, oui. Vos questions? On attend pour quelques questions. C'est juste une question technique. Vos sujets pour les expériences, vous les preniez sans ils n'avaient jamais joué aux jeux vidéo avant ça? Ils n'avaient pas un premier savoir, un premier apprentissage? Alors pour faire des expériences d'entraînement, on prend des gens qui ont déjà joué, parce que sinon ça prend très très longtemps d'apprendre un peu. Donc on prend des gens qui jouent à peu près moins de 3 heures par semaine à toutes sortes de jeux. Et ensuite on les force à jouer soit à des jeux contrôle, soit à nos jeux. Bonsoir Alain.
Je me suis rendu il y a une quinzaine de jours à la Cité internationale sur le e-sport lyonnais. Ce qui m'a impressionné, j'ai découvert déjà que ça existait et qu'il existait des cosplayers et des crossplayers. Et ce qui m'a un peu interloqué, c'était quand même de voir que, d'une part, il y avait des gens qui étaient spectateurs pour voir les compétitions de Fortnite, comme Didier, mais il y avait aussi des gens qui s'habillaient, qui transposaient cela. Et aux États-Unis, on sait que parfois, malheureusement, dans des jeux vidéo, quand ils passent leur temps à tirer, ils transposent ça dans la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là-dessus de transposer tout cela ? Alors votre question, c'est quel est l'impact de la violence sur la violence dans le milieu social? Alors c'est un grand débat, et c'est un débat qui est d'une violence incroyable. J'ai des collègues aux États-Unis, des deux côtés c'est vraiment le fossé, ils sont même en plein procès, pour tout vous dire. Donc je vais rester sur mes gardes, mais je vais vous donner un peu le résumé de cette littérature. Le débat est le suivant. Quand vous prenez des tâches de laboratoire pour mesurer l'agression, là, vous voyez un effet des jeux vidéo violents et d'ailleurs des films violents sur l'agressivité. Ça, c'est une partie du débat. L'autre partie du débat, c'est de dire, oui, mais ces tâches de laboratoire, en fait, ne sont pas représentatives de la criminalité qu'on a dans la population. Et ça semble être le cas. Donc, en fait, il n'y a pas de lien causal à faire entre les school shootings. Il y avait certains school shootings, ils jouaient aux jeux vidéo, oui, ils jouaient à Dance Revolution. Voilà. Donc, et de même que tout le monde avait bu du lait quand ils étaient petits. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'un point de vue scientifique. Mais il est vrai que pour les parents, il y a aussi un effet qu'on appelle un peu un effet de charge à court terme, c'est-à-dire que si je vous force à regarder un film violent ou à jouer pendant 15 minutes à un jeu violent, pendant les quelques minutes après, vous aurez tendance à être cognitivement plus agressif, physiquement plus agressif. Donc cet effet-là, il est là et puis il se dissipe. Donc il y a tous ces effets-là qu'il faut mettre ensemble et après ça, trianguler. Dans notre recherche, on a toujours utilisé des jeux violents pour faire l'entraînement, parce qu'on n'a pas fait d'entraînement chez les enfants. Les gens qui ont fait des entraînements chez les enfants ont utilisé des jeux non violents et ont aussi des effets. Donc je suppose que la violence n'est pas nécessaire, c'est ce que ça montre. Par contre, est-ce que ça ajoute ou est-ce que ça accélère les effets? Je ne peux pas vous dire, parce qu'on n'a pas les données. Bonsoir, je voulais savoir quels sont les jeux, si on peut trouver un site qui nous guide en tant que parents pour savoir quels sont les jeux qui travaillent cet aspect attentionnel, quels sont les jeux, quand on est un peu pas trop jeux vidéo, mais que nos ados, par exemple, ils sont très jeux vidéo, par exemple Fortnite, Minecraft, bon, après j'ai d'autres, mais quels sont les jeux qui travaillent ces capacités cognitives et quels sont les jeux qui ne les font pas? Alors, notre recherche s'est focalisée sur des jeux, comme vient de dire Alain, qui sont des jeux violents, c'est des jeux de tir, donc je ne suis pas sûre que je vais vous les recommander, parce que, enfin, personnellement, j'ai laissé mes enfants y jouer, ça ne m'a posé aucun problème, mais ça, après ça, c'est d'après ce que je sais de la recherche, mais c'est un choix personnel. Il y a d'autres recherches qui suggèrent qu'il n'y a pas juste que ces jeux-là qui ont cette action, notamment il y a tous les jeux qu'on appelle de massively online playing game, League of Legends, etc. Fortnite a des éléments qui sont à peu près alignés et puis d'autres qui ne le sont pas. La raison pour laquelle vous me voyez un peu danser autour du pot, c'est que ces mécaniques d'action sont de plus en plus mélangées dans les jeux. Donc, par exemple, Minecraft, beaucoup de parents croient « Oh, c'est super, il construit, etc. » En fait, il y a un shooter derrière Minecraft, si vous regardez bien. donc, il y a les deux, il y a l'aspect shooter. Donc, les parents se rassurent avec l'aspect construction, c'est extraordinaire. Et puis, bon, l'aspect shooter, je vous le dis, il a des effets plutôt bénéfiques de point de vue cognitif. Donc, je suis pas trop inquiète. Mais si vous avez l'occasion, ma plus grande recommandation, c'est de jouer avec vos enfants. D'abord parce que ça les valorisera. Vous verrez, c'est difficile. Alors, c'est pas simple. C'est non seulement difficile, mais c'est difficile à tous les points. C'est même presque plus difficile que de faire de l'algèbre linéaire. Ça demande de la coordination motrice, de la planification. Et l'autre chose, c'est qu'il faut réaliser qu'ils jouent à des fins sociales. La raison pour laquelle ils jouent à Fortnite en ce moment, c'est parce que c'est un lien social. Il y a un échange. Donc, de forcer vos enfants à jouer à quelque chose qu'ils ne veulent pas jouer, vous ratez un peu l'opportunité de créer... Je crois que c'est
Si j'ai une recommandation à faire aux parents, c'est en parler avec eux et jouer avec eux. J'ai une question ici. Alors, votre exposé me fait penser à quelque chose, notamment moi, je rencontre beaucoup d'amis qui jouent notamment à des jeux de tir et qui jouent aussi en ligne sur Internet, en réseau. Et parfois, ils échangent donc en réseau. Et alors, est-ce que c'est mieux de jouer donc à des jeux de tir en réseau ou pas? Alors, c'est une très bonne question. Dans nos expériences... Ouais. Très bonne question. Dans nos expériences, on a toujours joué contre les agents intelligents qui font partie du jeu, pas en réseau. En partie parce qu'en réseau, la qualité des joueurs est très variable. Donc la seule étude en réseau qu'on a faite, on l'a faite très tôt, on l'a fait au début des réseaux, vers 2006. C'était compliqué. Si les gens venaient le matin, ils jouaient contre des enfants. S'ils étaient là à minuit, ils jouaient contre des super joueurs. Donc c'était un peu compliqué. Je pense que je saurais refaire l'expérience maintenant, mais à l'époque, ce n'était pas exactement bien fait. Et donc du coup, on n'a rien trouvé. Mais ce qu'on sait de la psychologie sociale, c'est que de jouer contre des autres humains, ça apporte un élément motivationnel qui est encore plus fort. Donc il y a sûrement plus d'effets quand vous jouez contre d'autres humains que contre des agents intelligents. Merci beaucoup. Nous allons laisser la parole à Jean-Claude Dreher pour la suite de l'exposé. Et nous prendrons le temps ensuite pour un échange avec la salle. Merci. Bonsoir. Merci à Rémi Gervais et aux organisateurs de m'avoir invité pour ce soir. Je ne vais pas vous parler de jeux vidéo, mais des addictions comportementales. Donc, c'est un aspect complémentaire de ce qu'on a entendu auparavant. Donc, c'est dans le titre Notre cerveau sous emprise. Donc, je vais vous parler plus d'imagerie cérébrale et des effets sur l'activation cérébrale que peuvent avoir certaines addictions comportementales. Donc, qu'est-ce qu'une addiction comportementale ? Les addictions comportementales, elles sont définies comme le résultat d'une interaction entre un individu et un objet externe, banal, qui peuvent être les jeux, comme le casino, les jeux d'argent, etc., les achats, la nourriture, le sport et le sexe. Donc, elles incluent un grand nombre de pathologies. L'addiction aux jeux joueurs pathologiques a été l'objet d'études de plusieurs études d'imagerie dans mon équipe en particulier. On vient d'entendre en partie des effets délétères des jeux de vidéo. Il y a aussi les achats compulsifs, les addictions alimentaires et la dépendance à l'activité physique et les dépendances sexuelles. Donc, je vais vous parler de différentes addictions comportementales. Les caractéristiques cliniques de ces dépendances, elles peuvent être caractérisées par 4 propriétés spécifiques qui sont l'impossibilité répétée de résister à l'impulsion d'un comportement spécifique, une sensation de tension croissante précédant le début du comportement, le plaisir ou le soulagement ressenti durant le passage à l'acte, et enfin la sensation de perte de contrôle pendant le comportement. Donc ces addictions qui soulagent sur le moment peuvent s'avérer problématiques pour la santé, la vie sociale et la vie de couple, etc. Et malgré cela, la personne addicte ne va pas pouvoir arrêter son comportement. Donc c'est ce quatrième aspect, la sensation de perte de contrôle pendant le comportement, qui est une composante vraiment importante, puisque malgré la connaissance de ces effets délétères, les personnes ne peuvent pas s'arrêter de jouer, etc. Donc qui est concerné ? Il y a quelques enquêtes épidémiologiques qui sont publiées, qui diffèrent aussi selon les pays. Les estimations qui ont été publiées sont entre quelques pourcents, 5 à 7% par exemple pour les achats compulsifs, entre 0 et 8% pour les jeux d'argent, 1 et 4% pour l'anorexie par exemple, 1 à 2% pour la boulimie, environ 3% pour l'addiction au sport et 2 à 6% pour l'addiction au sexe. Donc parmi les facteurs de vulnérabilité, on trouve les facteurs liés à l'objet même de l'addiction, les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles de la personnalité et des facteurs qui sont liés à l'environnement comme le stress, l'environnement social et familial.
Donc, qu'est-ce que nous apportent en particulier les caractérisations des troubles cognitifs dans les addictions comportementales? Une approche dite dimensionnelle qui permet de mieux caractériser de façon transpathologique les phénotypes de groupes psychiatriques qui ont des pathologies apparemment disparates. Donc ici, c'est une image en anglais, mais on a par exemple le jeu pathologique, l'hyperphagie boulimique et justement les troubles de jeux vidéo, Internet Gaming Disorder en anglais, et les troubles du comportement impulsif liés plus au comportement sexuel. Ce qui est montré ici, c'est que vous avez différentes dimensions qui peuvent être caractérisées. On a entendu par exemple tout à l'heure de tâches comme les tâches de go-no-go qui mesurent l'impulsivité. Donc il y a différents domaines qui peuvent être testés avec différentes batteries cognitives. Donc par exemple, on peut regarder des biais attentionnels, des tâches qui vont être plus dans le domaine de l'attente ou de l'impulsivité et aussi de la compulsivité. Donc l'idée ici, c'est de caractériser avec des batteries de tâches cognitives des troubles qui paraissent apparemment disparates, qui dépendent par exemple de la récompense qui est en jeu, argent, sexe, etc. Alors quel est l'apport des neurosciences cognitives et comment les neurosciences cognitives peuvent-elles nous aider à mieux caractériser les changements cérébraux qui sont présents dans les addictions comportementales? L'idée ici, c'est qu'il existe des similitudes non seulement psychopathologiques et comportementales, mais aussi au niveau neurobiologique entre ces différentes addictions, et en particulier entre les addictions aux drogues et les addictions comportementales. Et donc, l'utilisation de l'IRM fonctionnel en particulier nous permet de mieux comprendre et de caractériser les changements cérébraux qui sont observés dans différentes addictions comportementales. Et je vais vous parler aujourd'hui plus particulièrement du jeu pathologique, donc type PMU ou casino, pas jeux vidéo, et aussi de l'anorexie et des troubles du comportement impulsif de patients parkinsoniens. Pardon. Donc, dans mon équipe, on s'intéresse d'abord à l'étude du cerveau chez l'homme sain. Et donc, les trois axes de recherche qui sont présentés ici concernent, disons, les axes de recherche principaux de mon équipe, qui sont la meilleure compréhension du cortex préfrontal, qui est la région la plus antérieure du cerveau, impliquée dans la planification de l'action, la décision. Deuxième axe de recherche qui concerne plus le système de récompense, système dopaminergique, dont on va reparler après. Donc on sait qu'il y a certains neurones qui sont situés dans le tronc cérébral qui contiennent de la dopamine, qui viennent projeter un certain nombre de régions, en particulier des régions sous-corticales comme le striatum qui se trouve ici et le cortex orbitofrontal, et qui viennent moduler un grand nombre de fonctions cognitives, motivationnelles et émotionnelles. Enfin, on s'intéresse aussi au dysfonctionnement de ces deux systèmes, cortex préfrontal et système dopaminergique, dans un certain nombre de pathologies, dont les addictions comportementales. Donc les méthodes qu'on utilise, c'est principalement l'IRM fonctionnel, mais aussi d'autres techniques, aussi des enregistrements intracrâniens chez des patients épileptiques. Et en parallèle à ces trois axes de recherche, on essaye d'établir des liens aussi entre différents niveaux d'observation qui vont des influences génétiques et hormonales au niveau des systèmes cérébraux qui sont impliqués. Donc pourquoi c'est important d'étudier les substrats cérébraux du traitement des récompenses et de la prise de décision chez l'homme sain? Eh bien, en particulier parce que justement, on peut aussi appliquer ce type de paradigme développé chez l'homme sain au comportement addictif, en particulier addiction aux drogues et aux addictions comportementales dont je vais vous parler. Donc on utilise typiquement l'IRM fonctionnel, dans lequel les gens sont placés dans une IRM. On leur présente des images sur un écran et puis ils répondent avec des boutons réponse en fonction des instructions qu'on leur donne. On appelle ça des tâches cognitives. Et on s'intéresse en particulier au système de récompense dont je viens de vous parler, encore une fois, qui est peut-être mieux représenté ici. Donc il y a les neurones dopaminergiques qui sont situés ici dans le mésencéphale, qui viennent projeter en particulier aux ganglions de la base, en particulier au striatum, qui sont importants dans tout ce qui est motivation et apprentissage par association, par exemple, et qui viennent aussi projeter au niveau du cortex préfrontal. Voilà les structures du système de récompense qui sont présentées
un peu différemment ici sur des coupes de cerveau. Peut-être vous êtes moins habitué à ces coupes. On voit ici le striatum qui est situé ici. Donc on appelle ça aussi noyau gris centraux parce qu'on voit bien que c'est en grisé ici. Ici, c'est le striatum ventral. Donc c'est une structure importante pour tout ce qui est la motivation et l'apprentissage. On retrouve aussi l'amygdale impliquée beaucoup dans les émotions et le cortex orbitofrontal aussi impliqué dans la motivation et la prise de décision. On a ici une vue de dessous du cerveau. Ici, l'amygdale encore en rouge. Donc c'est juste pour situer un peu les grands acteurs du système de récompense qu'on voit en imagerie cérébrale. Et globalement, on peut résumer en fait, les dysfonctionnements du système de récompense dans les addictions comportementales par un dysfonctionnement de ce système de récompense. Donc ici, c'est une méta-analyse qui est montrée chez les sujets sains, qui montre ces grosses structures, en particulier la région en vert ici, qui est représentée, qui est la partie ventromédiale du cortex préfrontal, qui se situe ici. Et puis le striatum, en particulier le striatum ventral, mais ici vous voyez vraiment une grosse activation bilatérale, qui est ici entourée par le cercle jaune. Donc c'est deux grosses structures qui sont impliquées dans la motivation et l'apprentissage, qui montrent des dysfonctionnements dans les addictions, et en particulier dans les addictions comportementales. Alors, je ne veux pas vous faire une revue complète de la littérature qui est très riche, mais globalement, il y a quand même un désaccord sur la nature et la direction du dysfonctionnement de ce système de récompense dans la littérature. Et en gros, il y a des études qui ont montré soit une hypersensibilité, donc une hyperactivité de ce système, et d'autres qui, au contraire, ont montré une hyposensibilité ou, au contraire, pas de changement de l'activation de ce système de récompense. Donc, pourquoi ce désaccord entre études? Et donc, bon, il y a différentes sources qui peuvent expliquer ces différences entre études. Mais une méta-analyse que je vais vous présenter ensuite propose que ça pourrait être en partie basé sur le fait que les gens étudient des choses parfois différentes. En particulier, on peut distinguer différents types de phases, comme par exemple l'anticipation de la récompense ou la réception de la récompense, en utilisant des tâches cognitives qui permettent de mieux caractériser de façon plus précise des étapes précises du comportement. Donc, je vais vous donner un exemple, par exemple, de tâches qui a été utilisée, qui est des tâches de machine à sous, typiquement, où vous avez les rouleaux qui tournent, et puis ensuite une certaine chance de gagner, puis vous obtenez ou pas de l'argent. Donc ce type de tâche a été utilisé pour séparer ces phases d'anticipation et de réception de la récompense. Vous avez la phase d'attente pendant laquelle les rouleaux tournent, et ensuite la réception ou pas de la récompense. On peut, ça c'est en anglais, mais c'est un peu le même principe, où vous avez les probabilités qui sont données explicitement, contrairement à des machines à sous réelles, où vous ne savez pas bien sûr combien de chances vous avez de gagner. Donc on peut jouer soit sur l'apprentissage de machines à sous, dans lequel on ne connaît pas les probabilités de gagner, ou bien on les donne explicitement pour éviter ces phases d'apprentissage. Donc ça permet de décomposer les signaux cérébraux qui sont engagés dans différents stades du traitement des récompenses. Donc c'est illustré ici. Vous avez la valeur subjective ou l'espérance mathématique, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui augmente avec la récompense et la probabilité d'être récompensé. On a ensuite la phase d'anticipation qui, elle, est pendant la phase où les rouleaux tournent et qui varie aussi avec les probabilités, mais de façon hautement non linéaire. Vous voyez qu'elle varie en fait, elle est maximale pour probabilité de 0,5, c'est-à-dire quand l'incertitude de la récompense est maximale. Et puis ensuite, vous avez la phase de réception de la récompense, où il y aurait un signal d'erreur de prédiction de la récompense qui serait codé, et qui, lui, varie de façon linéaire avec la récompense et qui décroît avec la probabilité d'être récompensé. Donc l'idée ici, c'est que c'est un signal d'erreur qui est impliqué dans l'apprentissage et qui signale un désaccord entre ce qu'on attend et ce qu'on reçoit réellement. Donc par exemple, quand vous avez une faible chance d'être récompensé, il y a un fort signal d'erreur de prédiction. Et donc ce type de tâche a été largement utilisé pour caractériser comment on anticipe et on reçoit la récompense en fonction de différents types de chances de gagner de l'argent, par exemple. Donc voici une méta-analyse justement qui essaye de comparer des joueurs pathologiques et différents types d'addictions qui sont regroupés ici, les addictions étant alcool, cocaïne et cannabis et nicotine inclus dans l'étude. Donc c'est une sorte de validation au moins partielle du concept de similitude neurobiologique entre addiction aux drogues et addiction comportementale, en particulier jeux pathologiques.
Donc voici les résultats. C'est une analyse qui est intéressante parce que ça inclut un grand nombre de sujets, contrairement à une étude typique en IRM qui inclut peut-être une vingtaine ou une trentaine de sujets. Les méta-analyses permettent d'avoir un peu plus de recul et de trancher parfois entre des résultats contradictoires. Donc vous avez la phase d'anticipation de la récompense présentée dans la colonne de gauche et la réception de la récompense à droite. Et donc vous avez tous les participants qui sont regroupés sur la première ligne, les addicts aux drogues sur la seconde ligne et les joueurs pathologiques par rapport au contrôle représentés ici sur la troisième ligne. Donc ce qu'on voit globalement, c'est que vous avez ici entouré en jaune à la fois les addicts aux drogues et les joueurs pathologiques qui montrent une sorte de déficience, une hypoactivation du système de récompense, en particulier du striatum, en anticipation de la récompense. C'est aussi vrai pour les joueurs pathologiques par rapport au contrôle au moment de la réception de la récompense. Donc ça pourrait être interprété comme un syndrome de déficience des récompenses monétaires dans ces deux types d'addictions. On a aussi un résultat qui pourrait être un peu, vu de toute façon peut-être un peu plus conflictuel, qui est une hyperactivité chez les joueurs, chez les addicts aux drogues au moment de la réception de la récompense, mais qui pourrait être expliqué par un autre type de théorie des addictions qui propose un trouble d'apprentissage par association, donc qui permettrait d'expliquer cette hyperactivité, pas cette en rouge ici, qui est présente au moment de la réception de la récompense chez les addicts aux drogues. Donc, ça permet simplement de vous illustrer comment on peut, par des méta-analyses, essayer de comparer entre eux des groupes de patients qui ont des addictions de nature différente, ce qui est assez original. Et donc, pour l'instant, je vous ai parlé que d'un type de récompense, qui est les récompenses monétaires. Il y a d'autres types d'hypothèses qui ont été formulées dans la littérature qui proposent que l'addiction serait vue plus comme un trouble motivationnel. Et l'idée ici, c'est qu'il y aurait un déséquilibre entre une sensibilité aux récompenses monétaires par rapport aux récompenses non monétaires. Donc l'idée, ce serait ici de tester plutôt les récompenses monétaires par rapport aux récompenses non monétaires, en proposant qu'il y aurait peut-être une sensibilité aux récompenses monétaires qui soit augmentée ou réduite, comme auparavant, soit une hyposensibilité aux récompenses non monétaires. Donc c'est une hypothèse qui avait été testée dans l'addiction à la nicotine, mais qui n'avait pas été testée dans le jeu pathologique en particulier. Donc pour tester ce type d'hypothèse, il est nécessaire de tester la réponse cérébrale à différents types de récompenses, c'est-à-dire monétaires versus non monétaires. Et donc c'est quelque chose qu'on a fait dans les années passées, où on s'est beaucoup intéressé à différents types de récompenses et comment la source de nos décisions motivées est représentée dans le cerveau, à la fois chez les sujets sains et dans différentes pathologies. Donc ce qu'on appelle dans notre jargon récompense, ça peut être l'argent, la nourriture, les boissons ou le sexe. Il y a différentes fonctions qui ont été associées aux récompenses, comme l'apprentissage par association, ces phases d'approche et de consommation dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont globalement vues comme l'anticipation et la réception de la récompense, et aussi les émotions positives qui sont associées à la réception de la récompense. On peut distinguer deux types de récompenses globalement, qui sont les récompenses primaires, qui ont une valeur innée, qui sont essentielles à la survie et pour la maintenance de l'homéostasie, et les récompenses secondaires qui seraient apprises par association avec ces récompenses primaires et qui acquièrent leur propriété de renforcement, donc par apprentissage. Alors comment le cerveau représente-t-il les récompenses primaires et secondaires ? Donc on s'est d'abord intéressé chez les sujets sains à savoir s'il y avait des régions qui sont communes ou spécifiques pour différents types de récompenses. Donc c'est des études antérieures où on avait pu montrer qu'en particulier ce système de récompense est impliqué de façon commune par exemple pour l'argent ou pour des stimuli érotiques chez l'homme sain, mais qu'il y a aussi des régions spécifiques qui sont présentées ici, en particulier au sein du cortex orbitofrontal, la région dont je vous parlais tout à l'heure, qui est impliquée dans les récompenses et la motivation globalement. Ce qui est montré ici, en fait, c'est un résultat qu'on revoit ici, qui est une dissociation antéro-postérieure dans le cortex orbitofrontal selon le type de récompense. Donc la région la plus antérieure du cortex orbitofrontal étant plus engagée par l'argent, alors que la partie plus postérieure est engagée par les stimuli érotiques. Et ce qui est aussi peut être expliqué en termes au niveau du développement du cortex orbitofrontal, puisqu'on sait que les régions les plus antérieures
se développent aussi plus tardivement, comme les récompenses monétaires qui sont apparues plus récemment au cours de l'histoire humaine. Donc les paradigmes expérimentaux, je ne vais peut-être pas trop les détailler, on peut peut-être revenir dessus. Mais l'idée, c'est d'avoir encore ces idées de variation de probabilité de la récompense et de jouer aussi sur le type de récompense. Donc on a ce qu'on appelle une queue ou un indice qui annonce qu'on va potentiellement obtenir, par exemple ici de l'argent. On fait varier aussi les probabilités. On demande au sujet, ici c'est comme un peu la phase des rouleaux qui tournent des machines à sous, où il y a un délai d'attente. Ensuite, il y a une petite tâche motrice où, selon le symbole qui est présenté ici, on appuie sur un bouton ou un autre, simplement pour mesurer les temps de réponse des sujets et les garder attentifs à la tâche. Et ensuite, ils reçoivent ou pas de l'argent, selon les probabilités qui sont annoncées, et ils doivent coter leur plaisir sur le montant d'argent reçu. De la même façon, pour des Q ou des indices qui représentent des images érotiques, ils font la même chose, sauf qu'ils peuvent voir ici des images érotiques et après coter la valeur hédonique de ces images. Donc, on s'est centré encore une fois sur l'activation qui apparaît au niveau du striatum, en particulier dans cette étude. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il n'y avait pas d'hypo ni d'hypersensibilité aux récompenses monétaires chez les joueurs pathologiques au sein de cette région, le striatum, mais plutôt une réponse striatale qui est perturbée aux récompenses érotiques. Et donc c'est le résultat qui est présenté ici, ou peut-être qui est un peu visible, mais quand on compare au moment de la présentation des symboles les stimuli érotiques par rapport aux stimuli monétaires, on a ici, je ne sais pas si c'est trop visible, c'est les joueurs pathologiques qui sont représentés ici. En bleu, c'est argent et en rouge, c'est sexe. Donc on a un déséquilibre. Il y a une activité moindre pour les stimuli érotiques, alors que l'argent est représenté de façon similaire à la fois chez les sujets contrôle et chez les joueurs pathologiques. Pardon. Donc ça pourrait refléter des préférences motivationnelles pour l'argent. Encore une fois, en rouge, je ne sais pas si c'est très visible ici, c'est les stimuli érotiques. Donc on a une réduction des temps de réponse pour l'argent, donc qui pourrait refléter une préférence motivationnelle pour l'argent. Et ce déséquilibre entre ces deux types de récompenses est aussi reflété par une sévérité du jeu pathologique, où on a des corrélations entre les différences d'activation au sein du striatum et des mesures de la sévérité du jeu. Enfin, au moment de la réception de la récompense, il n'y a pas de réponse à la valeur hédonique, ce qui est montré ici chez les joueurs pathologiques, alors qu'on en a chez les sujets sains. Donc en conclusion, sur cette étude, on a pu montrer que les joueurs pathologiques ils peuvent être caractérisés par une sensibilité moindre au niveau striatal aux récompenses non monétaires, ce qui est cohérent avec certaines études sur l'addiction aux drogues, qui montrent aussi des réponses réduites pour des récompenses différentes de celles qui sont spécifiques aux drogues, comme les récompenses monétaires ou les récompenses érotiques. Dans cette même étude, on a pu regarder aussi ce qui se passait au sein du cortex orbitofrontal, que je vous ai montré tout à l'heure être pour la partie postérieure. Donc on en retrouve chez les sujets contrôle qui a plus d'activité pour les images érotiques, donc un codage antéro-postérieur dont je vous parlais tout à l'heure, qui était plus argent pour la partie antérieure et plus stimuli érotique pour la partie postérieure, ce qu'on retrouve ici chez les sujets contrôle. Par contre, on n'a pas de différence chez les joueurs pathologiques entre les deux types de récompenses, comme si l'expérience des récompenses secondaires, comme l'argent, était codée comme des récompenses primaires chez les joueurs pathologiques. On a fait d'autres études chez les joueurs pathologiques, je vais peut-être passer plus rapidement dessus, qui concernent plus la prise de risque, le choix. Donc peut-être je reviendrai dessus, mais l'idée ici globale, c'est qu'on a des choix entre des paris qui sont risqués, un pari risqué versus une option certaine, et on a étudié la sensibilité à la prise de risque. Globalement, le résultat, c'est que ce qui était connu chez les sujets sains, ce qui est montré ici, c'est qu'on a une surestimation subjective des faibles probabilités de gagner et une sous-estimation des plus fortes probabilités de gagner. Et chez les joueurs pathologiques, on a globalement une translation de cette courbe qui montre une sorte de biais d'optimisme
où ce n'est pas simplement les faibles probabilités d'être récompensé ou de gagner qui sont surestimées chez les joueurs pathologiques, mais c'est toutes les probabilités de gagner. Donc c'est représenté aussi ici. Donc vous avez en bleu les sujets sains et en rouge les joueurs pathologiques. On va revenir là-dessus, je passe un peu rapidement. Donc, en conclusion, on a pu montrer que le jeu pathologique il peut être caractérisé par une sensibilité cérébrale au niveau du striatum qui est moindre aux récompenses non monétaires et qui a aussi un pattern spécifique pour des préférences économiques dans des tâches de prise de risque qui sont caractérisées par un biais d'optimisme, si vous voulez, vers les options plus risquées, quelles que soient les chances de gagner. Donc, je vais vous présenter d'autres. Bon, vous êtes tous familiers avec la maladie de Parkinson. Il y a, qui est connu plus pour tous les syndromes moteurs. On sait moins qu'il y a aussi il peut y avoir des troubles du contrôle des impulsions chez les patients parkinsoniens. Donc, incapacité à résister à un besoin d'accomplir un acte que l'on sait néfaste. Il y a qui sont représentés ici, comme encore une fois, achat compulsif. Ça peut être le jeu pathologique. Ou l'addiction au sexe. Donc, ça peut être en partie dû aux agonistes dopaminergiques qui peuvent induire ces effets neuropsychiatriques indésirables. Et donc, ils ont été étudiés ces dernières années, souvent de façon assez globale. Donc, les gens ont plus étudié, par exemple, le jeu pathologique, par exemple, ou mélanger achat compulsif, etc. Parce que c'est des patients qui sont assez rares et donc c'est un peu difficile à étudier. Donc, ce qu'on a voulu faire dans cette étude, c'est de mieux caractériser un trouble du comportement impulsif particulier, qui est l'hypersexualité, chez différents groupes de patients parkinsoniens qui sont soit avec TCI, trouble du comportement impulsif, soit sans TCI, et qui sont soit sous L-Dopa, soit sans traitement L-Dopa de façon temporaire. Et puis un troisième groupe qui est un groupe de sujets sains. Alors comment tester les comportements impulsifs? Il y a différentes tâches qui ont été proposées dans la littérature. Il y a une tâche classique qui est une tâche qu'on appelle delay discounting en anglais, gratification différée, où cette fois-ci on utilise l'argent et on pose la question au sujet, par exemple, de savoir s'il préfère 20 € maintenant ou bien 40 € dans un certain délai, dans 30 jours, etc. Ce qui est représenté ici, c'est qu'on voit que, par exemple, différents sujets ici sont plus ou moins patients ou plus ou moins impulsifs. Donc quelqu'un qui va être prêt à attendre plus longtemps pour une récompense qui est retardée dans le temps, alors que quelqu'un ici va être plus impulsif, il va être moins prêt à attendre pour une récompense retardée, etc. On sait que justement le système de récompense, en partie on appelle le système d'évaluation, il est engagé dans cette gratification retardée chez les sujets sains. Et donc on s'est demandé comment adapter ce type de tâches chez les patients parkinsoniens qui ont des troubles du comportement impulsif spécifiques comme l'hypersexualité, en adaptant une tâche justement de gratification différée avec des images érotiques, donc qui est assez similaire à ce qui a été fait auparavant avec l'argent. Donc globalement, l'expérience ici, ça consistait à voir une image brouillée. On avait un délai d'attente réellement, dont on faisait réellement l'expérience au sein de l'IRM. Et les sujets devaient soit accepter ou rejeter l'offre qui était d'attendre simplement. Donc par exemple, ça pouvait être 2 secondes ou 9 secondes, etc. Et puis ensuite, il y avait le thermomètre qui se remplissait. S'ils acceptaient l'offre, ils attendaient que le thermomètre se remplisse. Et ce qu'on appelle la forte récompense ici, c'est simplement le fait de voir l'image en clair pendant plus longtemps. Simplement 3 secondes par rapport à 1 seconde. Ça paraît pas grand-chose, mais en fait, ça marche. Ça marchait aussi chez les sujets sains. Donc les sujets sont prêts à attendre plus ou moins pour voir la récompense pendant plus longtemps, même si c'est une petite attente dont on fait l'expérience à l'intérieur du scanner. Donc les résultats comportementaux, peut-être sont un peu compliqués à voir ici, mais vous avez les groupes de patients parkinsoniens hypersexuels qui sont présentés en rouge et jaune, qui sont soit sous traitement ou sans traitement. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que les patients hypersexuels sont plus prêts à attendre pour voir l'image érotique plus longtemps. Et cet effet est accentué par la médication. Donc contrairement peut-être à l'idée intuitive comme quoi ces patients sont plus impulsifs, en fait ici, en tout cas pour des durées d'attente assez courtes, ils sont au contraire prêts à attendre plus longtemps, mais en fait pour voir justement l'objet du désir, l'objet pour lequel ils sont. C'est pour ça que cette tâche est intéressante, parce qu'elle est justement avec des images érotiques chez des patients hypersexuels. Et on peut regarder ce qui se passe au niveau du cerveau pendant que les patients et les sujets sains réalisent ces tâches.
Et on s'aperçoit qu'il y a une perturbation du système d'évaluation chez les patients parkinsoniens hypersexuels. L'image est peut-être un peu compliquée à voir, mais globalement, ça reflète que l'activation cérébrale, elle augmente chez les patients hypersexuels, en tout cas au moins légèrement avec le délai. Ils sont plus prêts à attendre. Donc il y a une sorte de pattern inversé par rapport aux sujets sains et aux patients non hypersexuels, comme si le fait d'attendre pendant plus longtemps était peut-être plus récompensant pour eux, parce qu'ils savent que ça va être plus gratifiant. C'est vrai à la fois au sein de cette région ventromédiale dont je vous ai parlé tout à l'heure, du cortex préfrontal, et au sein du striatum ventral, dont on a parlé auparavant aussi, qui sont les régions du système de récompense, site de projection des neurones dopaminergiques. Dernière étude que je voulais mentionner qui concerne les troubles du comportement alimentaire, donc ce qu'on appelle les TCA, qui peuvent être définis comme une perturbation de la relation à l'alimentation. On a en particulier étudié des femmes anorexiques. Je vais passer un petit peu les détails, mais l'idée, encore une fois, c'est la perte de contrôle du comportement. La personne qui souffre d'anorexie peut ressentir un certain plaisir lié au fait de jeûner. Et donc on s'est demandé comment étudier et mettre en évidence expérimentalement ce phénomène de plaisir de jeûner chez les femmes anorexiques en utilisant l'IRM fonctionnel. Et on a adapté un paradigme comportemental qui s'appelle l'aversion à la perte, qui avait été auparavant développé aussi avec l'argent. On l'a fait à la fois avec de l'argent et avec du jus de fruits, donc récompense alimentaire. Donc l'aversion à la perte, elle est présentée ici, c'est une préférence pour l'évitement d'une perte plutôt que pour l'acquisition d'un gain. Donc par exemple, on demande simplement aux participants: est-ce que vous acceptez ou refusez de jouer le pari qui est présenté ici? Vous avez 50% de chance soit de gagner 5 euros, par exemple, 50% de chance de perdre 5 euros. Un autre essai, ça va être 50% de chance de gagner 10 euros et 50% de perdre 5 euros. Donc, c'est représenté ici, c'est ce qu'on appelle la théorie des perspectives, qui a été développée par Kahneman et Tversky, qui a eu le prix Nobel d'économie pour ça, en partie. Donc l'idée, c'est que les gens, ils ont une surreprésentation des pertes. Donc en gros, il faut que vous ayez le double à peu près de gains pour accepter le pari ici. Quand vous avez 5% de chance de gagner ou de perdre, vous n'allez pas accepter le pari. Donc ce qu'on peut faire, c'est répéter ce type de pari pour un grand nombre de gains potentiels ou de pertes potentielles. Donc c'est ce qui est représenté ici par la matrice de gains et de pertes, où chaque cellule de cette matrice représente différentes offres potentielles. Et l'aversion à la perte, elle est représentée ici. Le codage en couleur ici, ça représente la probabilité d'accepter. Donc on va accepter ici les offres, par exemple, qui ont un gain potentiel élevé et des pertes potentielles faibles. Donc, on peut mesurer l'aversion à la perte par la courbe, ou la ligne qui est représentée ici en rouge. Donc, en passant les détails de la tâche, on a donc une tâche assez similaire qu'on a développée avec du jus de fruits. Donc, on disait aux participants sujets sains ou femmes anorexiques, après l'expérience, il y aurait des essais qui seraient tirés de façon aléatoire et qu'éventuellement, elles auraient effectivement à boire le jus de fruits qui était présenté ici. Donc, vous avez tout un ensemble d'offres qui ont été présentées, où vous avez des gains potentiels qui sont en plus par exemple pour l'argent ici, vous avez des pièces qui sont présentées, et puis les gains potentiels en plus qui sont là. Pareil pour le jus de fruits, vous avez un verre de jus d'orange, où les gains potentiels sont représentés en plus par rapport à une ligne rouge, je ne sais pas si vous la voyez. Et les pertes potentielles sont représentées aussi par rapport à cette pile de pièces et par une perte potentielle sur le jus de fruits qui est représenté. Bon, c'est un peu des détails, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais donc on a un paradigme sur l'aversion à la perte qui est à la fois pour l'argent et du jus de fruits. Moi, je vais peut-être conclure rapidement là-dessus. Ce qu'on a pu observer, c'est que chez les sujets sains, on a pu montrer en fait que ce phénomène, il est généralisable à différents types de récompenses, à la fois pour l'argent et pour le jus de fruits. Chez les femmes anorexiques, on a aussi une aversion à la perte pour l'argent, comme chez les sujets sains. Et par contre, on a un pattern inversé, comme on aurait pu s'attendre. C'est-à-dire que, encore une fois, en rouge, ici, vous avez les probabilités d'accepter les offres.
en fonction des différentes offres qui sont présentées. Et on voit qu'elles ont non pas une aversion à la perte, mais une aversion au gain pour la récompense alimentaire. On a pu ensuite regarder ce qui se passait dans le cerveau. On a pu montrer que ce type de pattern comportemental est reflété au niveau cérébral par aussi un dysfonctionnement du système de récompense globalement chez les femmes anorexiques. Je vous passe un peu les détails. Donc simplement pour conclure, on a pu montrer dans différents types d'études en imagerie cérébrale que différentes régions cérébrales, en particulier du système de récompense, sont mises en jeu pour différents types de récompenses et sont mises en jeu lors de décisions inadaptées dans les addictions comportementales, comme jeu pathologique, anorexie là, et addiction au sexe. Et donc ça montrait un rôle crucial d'un dysfonctionnement du système de récompense ou d'évaluation dans les addictions comportementales. Donc, voilà, je remercie en particulier Guillaume Sescous qui a fait pas mal d'études sur le jeu pathologique que j'ai présenté aujourd'hui, Alexia Gérardin, et puis j'ai plus en tête la dernière étude que j'ai présentée, Romuald Jarre, pardon. Et puis je remercie aussi les financements qui sont présentés ici. Voilà, je voulais simplement signaler 2 livres qu'on a édités sur la récompense et la décision, qui sont en anglais, je ne sais pas si vous en... Et puis des sites qui peuvent être utiles pour les gens qui veulent aller plus loin, qui sont en français, Institut fédératif des addictions comportementales, donc qui sont à Nantes, des addictologues, et le site officiel des drogues de la Midelka, qui peut avoir aussi pas mal d'informations. Donc c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Merci pour votre attention. Merci Jean-Claude de nous avoir montré qu'avec notamment l'imagerie cérébrale et des tâches bien cadrées, avec des temps bien identifiés, qu'on peut identifier des processus cérébraux complexes. Avant de vous donner la parole, il semblerait que dans toutes les addictions qu'on a vues, le système dopaminergique joue un rôle vraiment important. Est-ce qu'on peut comprendre dans ce cas-là comment on peut comprendre que s'il y a une dérégulation dopaminergique, que ça ne cause pas plusieurs troubles parmi tous ceux que tu as démontrés? C'est-à-dire, j'ai l'impression que si une personne est boulimique, elle n'est pas nécessairement addictive au jeu, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un danger comme la dopamine semble un acteur clé, tu me diras si j'ai raison ou pas, ça pourrait causer plein de troubles du comportement? Bon, déjà, j'ai parlé du système dopaminergique, mais là, en fait, en IRM, simplement pour être peut-être plus précis, on ne peut pas dire vraiment que c'est le système dopaminergique en IRM, parce que ce qu'on observe, c'est un signal qui est assez complexe, mais qui n'est pas lié directement à la dopamine. Donc, j'ai essayé de parler du système d'évaluation pour tout ce qui est choix. On appelle valuation, en fait, l'idée de, quand on a un choix, on doit attribuer une valeur aux différentes options et on choisit l'option qui a la plus grande valeur, en gros. Mais donc c'est d'autres techniques comme par exemple la tomographie par émission-position qui permettent de regarder en particulier par exemple la libération de dopamine qui chez l'homme permettent de parler plus du système dopaminergique. Donc je l'ai présenté au début parce que chez l'animal, en particulier chez le singe par exemple, il y a des expériences qui permettent d'enregistrer de façon précise les neurones dopaminergiques et qui ont fait le même type d'expérience que ce que j'ai présenté, par exemple de faire varier la probabilité d'être récompensé, qui montrent que ces neurones dopaminergiques, ils ont un rôle clé justement pour par exemple les signaux que j'ai présentés au début, qui sont par exemple l'erreur de prédiction, le désaccord entre ce qu'on obtient ou pas, etc. Simplement pour deuxième partie de la question, enfin la question réellement, en fait c'est pas clair pourquoi les gens vont développer une addiction qui est propre à leur histoire. En fait, ça va être en fonction de plein de facteurs personnels ou familiaux, mais on sait que les grands acteurs, là, c'est vraiment très global. En fait, les systèmes cérébraux que j'ai présentés, il y a des systèmes cérébraux qui sont communs. J'ai présenté aussi chez les sujets sains à différents types de récompenses. Ça commence simplement à être étudié en fait depuis quelques années parce que jusqu'à présent, chez l'homme, c'était plus facile d'étudier la récompense monétaire parce qu'on peut faire varier justement la magnitude ou les chances de gagner, et c'est facilement manipulable. Donc la majorité des études IRM ont utilisé l'argent comme récompense. Pour par exemple le jus de fruits, on a fait certaines expériences, j'en ai pas parlé là, où on délivre réellement le jus de fruits dans le scanner. Bon, ça complique aussi les choses.
Aussi la modalité, c'est toujours souvent les modalités visuelles, ce qui est présenté. On a fait aussi d'autres études, par exemple en modalité olfactive. Enfin, il y a plein de choses qui limitent un peu les observations. Donc c'est difficilement généralisable. Mais oui, c'est toujours. Après les raisons, enfin, c'est plus, je dirais que c'est l'histoire personnelle propre qui fait que la personne va développer un jeu pathologique plutôt qu'une anorexie. Après, bien sûr, il y a enfin, basé sur ce qu'on observe en imagerie cérébrale, on ne peut pas dire à l'avance. Oui, bonjour. Pourquoi l'esprit travaille tant la nuit? Je ne sais pas quoi vous répondre. Moi, j'étudie pas le sommeil. Votre Pourquoi question, la nuit, c'est quoi? quand on est en sommeil, on pense beaucoup plus que dans la journée, quel que soit les... Ça dépend. Moi, je dors paisiblement. Il y en a qui ratiocinent. Je ne sais pas si je peux vraiment répondre par rapport à ce que j'ai présenté. Alors du coup, moi j'ai deux questions. La première, c'est par rapport aux expériences. Est-ce que du coup, certaines ont été recréées, mais avec d'autres addictions, plutôt par exemple à la nicotine, aux drogues ou quoi, ou pas? Oui, c'était la première étude justement que je présentais, la méta-analyse. Donc souvent, c'est les études IRM, ça coûte assez cher et on fait des petits groupes, c'est ce que je disais. Enfin, des relativement petits groupes qui augmentent avec les années parce que on s'aperçoit aussi que la reproductibilité des résultats, des fois, est variable. Donc c'est pour ça que les méta-analyses comme ça qui incluent, là il y avait à peu près 600 sujets par groupe, c'est intéressant parce que ça permet quand même d'avoir, quand on identifie un moment précis, par exemple l'anticipation ou la réception de la récompense, on peut dire quand même quelque chose de précis. Et il y a des outils maintenant en imagerie qui permettent de faire ces méta-analyses avec des statistiques qui sont propres, disons. Et donc c'était le résultat de cette étude, c'était comparé justement, il y avait des patients addicts avec différentes drogues par rapport à des joueurs pathologiques. Et la récompense, elle était en accord avec leur addiction du coup ou pas? En accord, là c'était que les récompenses monétaires. Mais du coup, est-ce que c'est pas biaisé d'un côté de donner une récompense qui n'est pas du tout en rapport avec leur addiction? En fait, c'est pas que c'est biaisé, c'est que les méta-analyses, par nature, on a besoin de beaucoup de sujets. Et la plupart des études qui sont publiées, c'est avec de l'argent, quelle que soit la nature de l'addiction comportementale. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de développer des tâches qui permettent de comparer entre elles différents types de récompenses, comme ce que j'ai présenté. Et pour l'instant, il y a peu d'études encore qui ont fait ça. D'accord. Mais ce serait intéressant, avec plus de mesures et plus de sujets, justement, de voir la robustesse de ces résultats. Et juste une dernière question par rapport du coup à ce que disait le monsieur. Certaines addictions, elles sont plus fortes, les personnes qui en souffrent ressentent plus le besoin justement pendant certaines heures de la nuit, à partir de minuit par exemple. Est-ce qu'il y a justement, enfin, peut-être par rapport à ce qu'il disait, une activité du cerveau un peu plus développée, quelque chose qui se fait la nuit qui ne se fait pas la journée? J'avais pas pensé j'avais pas compris la question comme ça. Pour le jeu pathologique, il y a plein de. Je pense à parce qu'on étudie aussi les hormones et le lien. On sait que par exemple chez les joueurs pathologiques, le rythme circadien est modifié. Souvent ils jouent la nuit justement. Et donc il y a des mesures. On sait qu'il y a des changements au niveau par exemple du cortisol, mais qui pourraient être dus simplement au fait que leur rythme circadien est différent par rapport à ce sujet. C'est peut-être pas dû à la pathologie elle-même, mais simplement à d'autres facteurs en fait, ou le stress. Ouais. Après, c'est difficile de dire de façon causale que c'est dû vraiment, parce que c'est un tout, on ne peut pas isoler vraiment un système biologique complexe on mesure à un moment donné, quoi. Après, pour faire ces études proprement, il faut faire des études pharmacologiques, par exemple, où on donne par exemple un agent pharmacologique ou un placebo à deux groupes de sujets pour regarder par exemple l'influence de la cortisol pour voir si le lien causal entre cortisol et par exemple les rythmes. Pardon?
l'environnement, si on est dans le silence, c'est beaucoup moins perturbé par les bruits aux alentours. Donc, on a plus d'aller vers une question. Ouais, non, je ne sais pas. Ouais. Oui, et puis je ne suis pas certain que tout le monde ait entendu la question. J'ai une question ici avec un micro. Bonsoir. Du coup, en fait, comme vous l'expliquez par rapport au système de la récompense et tout ça, on sait que quand il y a une stimulation corticale profonde chez les parkinsoniens, on peut induire des troubles impulsifs compulsifs. Est-ce qu'à l'inverse, vous pensez que les techniques de stimulation cérébrale corticale, au niveau, comme vous l'expliquez, orbitofrontal, dorsolatéral, ça pourrait rétablir un peu la balance au niveau de la prise de décision? Est-ce que c'est des choses qui sont testées en addictologie ou pas du tout encore? Je sais qu'il y a certaines personnes, en France par exemple, Christelle Bonnet, c'était un peu cette thématique de recherche. C'est des sujets un peu sensibles parce que justement tout ce qui est stimulation cérébrale, ça peut avoir aussi des effets délétères et les gens le font de façon de plus en plus précautionneuse, à ma connaissance. Mais il y avait l'idée justement de stimuler, à partir d'études qui avaient été faites chez le rongeur, stimuler le cortex orbitofrontal chez des addicts aux drogues. Après, c'est pas des choses qui sont standards du tout. Je crois qu'il y a un protocole en cours, mais c'est vraiment fait au compte-gouttes, je dirais. Oui, parce que c'est utilisé de plus en plus en psychiatrie adulte, mais dans le champ de l'addictologie, c'est vrai que c'est difficile pour le moment d'avoir une littérature là-dessus. Donc c'est pour savoir si vous aviez, vous, entendu parler de certaines recherches à ce sujet-là ou pas. Il faudrait regarder. Après, j'ai pas trop suivi. Je sais pas ce qu'a fait. L'un des problèmes, vous connaissez peut-être, les stimulations magnétiques transcrâniennes, c'est d'avoir des effets qui durent. Et une addiction comportementale, imaginons que ça a un effet pendant quelques minutes, c'est difficile de régler le problème sur le long terme. Bonjour, merci beaucoup de votre présentation. J'avais une question au sujet de ces fameuses zones qui s'activaient en fonction des stimuli présentés. Donc il y avait les stimuli, soit l'argent, soit le sexe, qui allaient activer des zones différentes. Mais à ce moment-là, donc là on est typiquement dans de l'addiction comportementale. Moi j'aimerais savoir s'il y a du lien ou un lien qui a été fait avec des zones, peut-être vous l'avez dit mais j'ai pas compris, est-ce qu'il y a un lien qui a été fait avec ces zones, l'activation de ces zones-là typiques des addictions comportementales avec des zones typiques des addictions avec substance. Est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce qu'elles sont différentes ou est-ce qu'il y a des liens qui se font Bon, j'ai présenté une méta-analyse parce que, encore une fois, il y avait beaucoup de sujets et elle est assez jolie justement et elle permettait de... Je vais juste revenir dessus. Elle permettait justement de dire... Voilà, voilà, je sais que peut-être l'image est un peu compliquée, mais bon, ça répond à la question. En fait, tous les types d'addictions, c'est la première ligne. Les addictions aux drogues, c'est la deuxième. Et jeux horreurs pathologiques par rapport au contrôle, c'est la troisième ligne. Donc ça montre bien qu'il y a ce concept d'addiction comportementale qui partagerait des substrats neurobiologiques aux addictions aux drogues, elle est bien validée, en tout cas en partie, parce qu'on voit qu'il y a une déficience. Il y a moins d'activité au niveau du striatum, à la fois là chez les joueurs addicts aux drogues et chez les joueurs pathologiques. Après, je dis en partie parce que c'est vrai, dans la phase d'anticipation de la récompense, si on regarde ce qui se passe au moment de la réception de la récompense, on a encore une hypoactivation, une déficience chez les joueurs pathologiques, mais une hyperactivité chez les addicts. Donc c'est pour ça que j'ai présenté deux hypothèses. Il y a différentes théories sur l'addiction. Donc j'ai présenté ça comme cohérent avec cette théorie de syndrome de déficience des récompenses, en tout cas pour les récompenses monétaires, une hypoactivité. Alors que là, peut-être j'étais moins précis ici, mais l'idée, ce serait que peut-être il y a, au moment de la réception de la récompense, comme on sait qu'il y a ce signal d'erreur de prédiction de la récompense qui signale le désaccord entre ce qu'on obtient et ce qu'on attendait, donc il est utile pour l'apprentissage. Peut-être qu'ici, cette hyperactivité au niveau striatal chez les addicts aux drogues, elle pourrait refléter un trouble de l'apprentissage par association. C'est une interprétation un peu ad hoc, post-hoc. Merci.
Alors, peut-être que c'est une bêtise, mais en tout cas, je crois que les femmes sont plus facilement anorexiques et les hommes sont plus addicts au jeu. Est-ce que c'est vérifié ou pas? Est-ce qu'il y a des addictions qui sont typiquement féminines, typiquement masculines, et est-ce qu'on peut le vérifier par imagerie cérébrale? Oui, donc il n'y a pas à le vérifier, en fait, c'est un fait. Pardon. Merci. Pardon. Donc oui, enfin, l'imagerie cérébrale, du coup, là, elle n'a pas vraiment son intérêt. On sait que l'anorexie, c'est plus présent chez la femme, globalement, et qu'il y a plus aussi de joueurs pathologiques chez l'homme. Donc ça, c'est, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais bon, voilà, c'est un fait. Après, voilà, je sais pas ce que je dis. Ça revient un peu à la question de Rémi tout à l'heure. Pourquoi je pense que là, au niveau de l'imagerie cérébrale, peut-être c'est peut-être trop global pour donner une réponse en fait sur les systèmes. On a une image très grossière en fait des systèmes cérébraux qui sont engagés. Et après, les addictions, chacune a sans doute au niveau neurobiologique des spécificités qui sont beaucoup plus fines, qui sont pas bien caractérisées ici dans ces études d'imagerie, je dirais. Oui, j'ai une question J'ai une question par rapport donc à l'addiction au sexe. Je trouve qu'il y a aussi tout un problème de société par rapport à ça, parce qu'on a tendance à voir un homme qui souffre d'une addiction au sexe comme un don Juan, et une femme, ça serait plutôt quelqu'un de mauvaise vie. Donc ça, c'est vraiment un problème culturel qui est aussi bon de soulever dans une société où on parle parfois de harcèlement. Ma question n'est pas du tout par rapport à cette addiction-là, c'est surtout par rapport au tabac. Quand il y a un problème de tabac, aujourd'hui, on parle d'un sevrage avec la cigarette électronique. Est-ce que les mêmes zones d'activation en matière de récompense sont activées et visibles à l'imagerie, ou est-ce que ça n'a aucune traçabilité? Voilà, c'était par rapport à vrai dire, je ne connais pas d'études, mais je pense que maintenant, il y a déjà la cigarette électronique depuis un certain temps. Je pense qu'il y a des études qui ont dû être faites, je ne les connais pas. Mais c'est quelque chose qui est faisable, et je pense que ça a été fait. Ça serait... En revanche, il est bien connu qu'il y a les récepteurs à la nicotine qui sont très présents sur les neurones dopaminergiques. La nicotine agit directement là-dessus et ça libère la dopamine. Donc on sait que la nicotine, la version de la nicotine passe par le système dopaminergique. En partie. Ça dépend du dosage de nicotine dans la cartouche de la cigarette électronique. On va prendre encore peut-être deux questions. Parce que ce sera la dernière question pour conclure, s'il vous plaît. Vous parlez donc du coup des personnes qui prennent la cigarette électronique et qui n'ont plus du coup cet effet de manque. Mais certaines personnes prennent des cigarettes électroniques sans nicotine totalement. Alors est-ce que du coup au niveau du cerveau il se passe quelque chose pour que cette nicotine elle n'est pas donnée la nicotine, mais ils ressentent plus le manque? Comment? J'ai pas très bien compris là du coup. C'est un autre sujet, mais justement le principe de l'addiction à la cigarette, c'est la nicotine qui est dedans. L'effet délétère, c'est toutes les saloperies qui sont dans les cigarettes qui détruisent les poumons, donc, parce qu'il y a beaucoup de substances nocives. Donc, mais la nicotine, elle agit donc directement sur le cerveau. Donc le principe de la cigarette électronique, c'est de diminuer progressivement la nicotine pour que le cerveau retrouve son équilibre normal progressivement. Mais justement, certaines personnes passent de cigarette à cigarette électronique sans nicotine. C'est ça, en fait. Mais encore là, c'est sur la fameuse variabilité des sujets humains par rapport à la récompense, à l'addiction et à la motivation. On devrait s'arrêter là. D'abord, je remercie nos conférenciers d'être venus jusqu'ici. Merci beaucoup pour eux. On peut les applaudir. Vous avez trouvé sur votre siège une petite fiche. Si vous souhaitez être tenu au courant des manifestations grand public que nous organiserons dans l'année qui vient et pour l'année prochaine, merci de nous la remettre, et on va noter votre adresse courriel de façon à ce que vous soyez bien informés. Merci à tous et bon retour. Merci. Moi, je souhaitais aussi remercier les interprètes qui étaient avec nous ce soir. Merci à tous et à bientôt.